infos. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette nouvelle édition, 29 terroristes mis hors d'état de nuire et une base terroriste démantelée. C'est le bilan d'une opération militaire menée dans l'est du pays. FESPACO 2019, ouverture ce matin du colloque international du cinquantenaire et puis à l'occasion des 50 ans, nous vous proposons un zoom sur les pionniers du festival. Nous débutons aujourd'hui par Alimata Salambéré, la présidente du comité d'organisation du premier FESPACO en 1969. Au Sénégal, alors que le Premier ministre donne Macky Sall vainqueur pour l'opposition, un second tour est inévitable. Et nous parlons aujourd'hui avec notre invité de La colère des dieux, l'un des films les plus politiques de Idrissa Ouedraogo. L'invité de la rédaction de ce lundi est le professeur Yves Dakuyo, enseignant-chercheur à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio Omega. Cela dit, une base terroriste démantelée, 29 terroristes mis hors d'état de nuire, une importante quantité d'armes, de munitions et de matériel roulant et divers détruites. C'est le point d'une opération terroriste menée dans la région de l'Est. Le point a été fait hier à la presse à Fadangourma. Yassine Sanou nous en dit plus. C'est une importante quantité d'armes, dont un 12-7 et des Kalachnikov, de munitions, du matériel militaire, dont des gilets pare-balles et des casques, de carcasses de motos et de matériel divers calcinés, dont des marmites et des bouteilles de gaz, qui a été présenté à l'équipe de presse qui a fait le déplacement du camp militaire de Fadangourma ce dimanche. Ce n'est qu'une partie du matériel saisi au cours d'une opération conjointe menée dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 février dernier, a-t-il été expliqué. Tout est parti du braquage et du pillage d'une pharmacie à Compiègne-Biga par des individus armés non identifiés le 19 février dernier. La riposte de nos forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 6 d'entre les assaillants. Le ratissage dans les localités de Compiègne-Biga, Kabonga et dans la zone du campement présidentiel, mené conjointement par les forces spéciales et les forces aériennes et terrestres, a permis de localiser une base dans la forêt de Kabonga. Le colonel Karim Willy, directeur de la communication et des relations publiques des armées, donne plus de détails sur l'assaut. Il y a eu une surveillance aérienne d'abord pour mieux détecter et mieux les repérer, suivi de frappes aériennes très précises. Ces frappes ont permis aux forces spéciales tout de suite de prendre d'assaut les positions. Il ajoute que lors de cette opération, 23 autres terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Qu'en est-il de la présence éventuelle d'autres bases dans la dite forêt et existe-t-il un lien entre la base détruite et les attaques récentes dans la région de l'Ouest, ont entre autres demandé la vingtaine de journalistes de l'équiper. Réponse du patron de la communication de la Grande Muette. Ce que vous dites, c'est des hypothèses. Sur le terrain, nos forces continuent discrètement leur travail. C'est clair. On ne peut pas dire oui ou non, mais nos forces travaillent à sécuriser cette forêt-là. Les opérations continuent. Droit dans ses bottes et dans sa tenue terre du Burkina, le colonel est plus catégorique sur la non-présence des forces étrangères aux côtés des forces burkinabées. Non, c'est spécialement nos forces. C'est très clair, c'est nos forces. Puis, pris sur le feu des questions des journalistes, le colonel Karim Willy opère un repli tactique. Le soir réservé au corps des... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un nombre exemple de munitions, d'armes, de motos? Effectivement. Bon, messieurs les journalistes, chers partenaires. On va finir. Messieurs les journalistes, chers partenaires, on va continuer notre collaboration. Je crois qu'il faut féliciter cette initiative pour ceux qui nous ont permis de le faire. Je suis convaincu qu'il faut qu'on continue notre collaboration, notre partenariat pour vous amener au plus proche de certaines réalités. Yassine Sanou, de retour de Fadangourma pour Radio Omega. Culture dans la suite de ce journal, c'est ce matin que s'est ouvert le colloque international du cinquantenaire au CBC. Les réflexions vont porter sur le thème qui est confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricaniste dans son essence, son économie et sa diversité.
Akilitan, Mémoire en fuite, c'est le titre d'un long métrage du Burkinabé Isiaka Konaté en compétition pour l'Étalon d'or de Yenenga, un film qui traite de la mémoire du cinéma, ce qui rejoint le thème de cette 26e édition. Élise Canuel a assisté ce matin à la projection presse. Dès la première image, on l'a compris, une bande de bobines filmée en gros plan quand le cinéma parle de cinéma. Un personnage regardé sur un écran par un autre, lui-même regardé par un troisième. Double mise en abîme au début de ce film qui s'interroge sur la mémoire du cinéma, la conservation, la transmission. C'est l'histoire d'un désastre, l'inondation de la Cinémathèque africaine en 2009 à Ouaga, dont on voit des images tout au long du film. Bobines recouvertes de boue, les anciens qui s'expriment, Gaston Kaboré, le Malien Cheikh Oumar Sissoko, des paroles de sagesse qu'on apprécie d'entendre. Le personnage principal est un prof de cinéma qui enseigne dans la cour en chantier du FESPACO. Il consulte des ouvrages, regarde des images, prend des notes. Il est lui-même la métaphore de la transmission à la nouvelle génération, porteuse d'espoir malgré tout ce qui est perdu. Voici pour le premier récit, lisible, important. C'est vrai qu'on a compris dès les 20 premières minutes, des ficelles grosses comme des bandes magnétiques et des effets très nombreux, presque tout ce que la technologie permet, jusqu'à littéralement nous renverser la tête. Mais encore une fois, le propos est honorable, les idées sont intéressantes. Le second récit qui se superpose, mystique, décousu, symbolique, c'est ce même personnage qui, perdu, erre dans les ruines, cherche à reconstituer les bribes de son histoire, tout comme le spectateur qui cherche à comprendre quelque chose. Cet homme, le professeur, semble finalement exorciser ses démons par un mariage. La rédemption, pour Isiaka Konaté, c'est la création, la danse, la peinture, bien sûr le cinéma. Ce qu'on peut reconstruire et construire de nouveau, c'est connaître son passé pour créer l'avenir, prendre la parole, un nouvel élan, retrouver la mémoire, ne plus être Akilitan. Merci à Élise Canuel pour ce récit sur Akilitan, Mémoire en fuite, le titre du long métrage du Burkinabé Isiaka Konaté en compétition pour l'Étalon d'or de Yenenga. Et toujours dans le cadre du 50e du FESPACO, nous vous proposons dans cette édition un zoom sur les pionniers du festival. Et nous débutons ce lundi par celle qui a paradé lors de l'ouverture samedi aux côtés du président du Faso. Alimata Salambéré, surnommé le général, a été la présidente du comité d'organisation du premier FESPACO en 1969. Découvrons les principales lignes de sa vie dans ce portrait signé Bernabé Cabré. C'est l'une des rares femmes faisant partie des pionniers du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO qui fête ses 50 ans cette année. Alimata Salambéré a été la présidente du comité d'organisation du premier festival du 1er au 15 février 1969. Animatrice des programmes, puis chef des programmes et réalisatrice à la radiodiffusion télévision voltaïque RTV, aujourd'hui RTB. Elle a été également secrétaire générale du FESPACO de 1982 à 1984. Titulaire d'une licence en lettres modernes et d'un diplôme d'animateur-producteur, réalisateur de télévision, elle est ensuite nommée ministre de la Culture du Burkina Faso, puis ministre de l'Information de 1987 à 1989. Surnommé le général par sa famille au vu de ses aptitudes à gérer les affaires, Alimata Salambéré a été immortalisé le 16 février 2008 par la ville de Ouagadougou qui a donné son nom à la rue numéro 4, 66 au secteur 4 dans l'arrondissement de Bascui, prolongement de l'avenue du président Seizerbo, débutant à l'ouest par l'avenue du Burkina Faso et finissant à l'est par l'avenue Jean-André Diallo. Évolution du cinéma africain et son économie, c'était le sujet de votre émission Dimanche Politique d'hier 24 février. Et le professeur Claude Forest de l'Université de Strasbourg en France, spécialiste de l'économie et de la sociologie du cinéma, appelle à repenser les sources de financement. Pour lui, les États africains doivent faire plus d'efforts pour soutenir financièrement leurs cinéastes. Les pays du Nord aussi, y compris dans les aides à la coproduction, parce que les films d'Idrissa Ouedraogo ont été faits en coproduction, donc avec de l'argent français et avec de l'argent européen, il faut le dire. Plus d'un film africain sur deux dans le monde francophone est fait en fait avec de l'argent qui vient du Nord. C'est une vraie question, y compris sur ce qu'ils ont pu montrer, ce qu'ils ont voulu faire. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui dit ce qu'il faut faire, même s'il est bienveillant, même si peut-être il est intelligent, même s'il est ouvert. Mais malgré tout,
si on veut parler d'indépendance, indépendance économique, me semble-t-il, fonde l'indépendance aussi culturelle. Le professeur Claude Forest déplore en outre une baisse de la qualité des productions cinématographiques africaines avec le passage de l'analogique au numérique qui n'a pas été accompagné de formation suffisante. Le numérique, là, ça a été une grande difficulté. Et Idrissa Ouedraogo mettait en garde là-dessus. Le numérique, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour faire des images. Non, il faut un regard, il faut avoir écrit un scénario avant, il faut un cadre, il faut l'apprentissage d'une grammaire cinématographique. Et malheureusement, parce que l'accès à l'outil est facile, de trop nombreux Africains se sont emparés de l'outil en disant « bon, on verra bien, quoi. On va tourner puis on verra bien ». Mais non, on voit rien. Et ce qui montre n'intéresse personne, justement. Et dans votre émission, les experts de l'après-midi de ce lundi, vous pourrez suivre un numéro avec Bassirou Sanogo, auteur d'une thèse en 1980 sur le FESPACO, consultant en communication. Il reviendra en détail sur les débuts du festival. Cette semaine sera largement consacrée à cet événement et pour en parler, nous recevrons comme invités des cinéastes, critiques et comédiens. Justice à présent, le général Pingrnoma Zagré, chef d'état-major général des armées au moment du putsch en 2015, est toujours à la barre du tribunal militaire. Dans le cadre de ce procès, le point avec Judith Traoré. Le témoignage du général de brigade Pingrnoma Zagré n'a pas varié d'un pouce comparativement à ce qu'il a dit le vendredi dernier. Je n'ai jamais donné un ordre ni à un chef d'état-major ni à aucun personnel des forces armées nationales de soutenir le général Diendéré dans son projet de putsch. Si lui ou ses avocats ont un ordre de mission signé de ma main qui autorise une mission héliportée, qu'il me la montre, a acclamé le général Pingrnoma Zagré, qui accuse au passage le général Gilbert Diendéré d'usurpation de rôle, car celui-ci, durant la période du putsch, a donné des ordres au directeur général de la police nationale et à d'autres personnels de la hiérarchie, ce que réfute le général Diendéré. Selon le témoin, il n'y a pas eu de dysfonctionnement au niveau de la hiérarchie, comme l'affirment certains accusés, car si son adjoint, le colonel-major Palais, a demandé au chef d'état-major de l'armée de l'air de mettre à la disposition du général Diendéré l'hélicoptère, c'était au regard du contexte marqué par la prise de taille des autorités de la transition. Il reconnaît aussi avoir demandé au commandant Abdoul Aziz Korogo, chef de corps du RSP, le 16 septembre, de rester au camp Nabakom pour mettre en œuvre une campagne de démobilisation. Le général Pingrnoma Zagré a aussi reconnu qu'il n'avait pas d'influence sur le RSP. Et pour le général Gilbert Diendéré, en tant que chef d'état-major général des armées, si vous n'avez pas d'autorité sur le RSP, alors, mon général, il faut démissionner. On reconnaît un homme par ses œuvres, que le général assume ses actes. Général, faites votre autocritique et convenez que ce que vous avez fait est contraire à la loi, à la discipline militaire, a déclaré le général de brigade Pingrnoma Zagré. Présentement, c'est le général Gilbert Diendéré qui répond aux questions de maître Prosper Farama, l'un des avocats de la partie civile. Au Sénégal, l'issue du premier tour de l'élection présidentielle est incertaine alors que le Premier ministre donne Macky Sall vainqueur pour l'opposition en revanche. Un second tour est inévitable. On écoute respectivement les candidats de l'opposition Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Un deuxième tour s'annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent de le dire. Mais nous ne donnerons pas d'indications et nous invitons tout le monde à observer la même responsabilité. Je pense que c'est exposer la stabilité du Sénégal à un risque très grave et irréparable que de se précipiter sous la pression du président sortant d'annoncer des résultats. Il y a une organisation établie qui assigne la responsabilité de la proclamation des résultats provisoires à la Commission nationale de recensement et des résultats définitifs
au Conseil constitutionnel. En dehors de ces organes, aucun Sénégalais, fût-il candidat, n'est habilité à proclamer des résultats. Omega Sport. Championnat national de première journée, le dernier acte de la 20e journée. C'est pour cet après-midi, le match au sommet de cette journée du championnat national de football de première division a opposé l'USFA à l'ASFA Yenenga hier dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou. Au terme d'un match très engagé, les 22 acteurs se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Pour l'entraîneur de l'USFA qui a joué à 10 après 30 minutes de jeu, Kamou Malo est satisfait du résultat. Bon, vu les événements, oui, parce que on était venu pour gagner quand même renouer avec la victoire. Mais le sort s'est invité dans le match. Vous avez vu qu'on a pris un carton rouge. Donc en infériorité numérique face à une telle équipe, je pense que le match nul est quelque chose, c'est salutaire. Parce que j'ai vu une nouvelle équipe de l'USFA en termes d'engagement, en termes de vivacité. Alors je pense que ce match sera un match de référence pour les garçons dans les journées à venir. Moi je ne suis pas le coach qui joue le tabouret. J'ai dit à mes garçons à la mi-temps que malgré l'infériorité numérique, je voyais mon équipe en jambes. Alors il faut aller chercher les 3 points. Malgré sa supériorité numérique, l'ASFA Yenenga, qui aura eu le mérite de dominer par moments son adversaire, n'a pas pu inscrire le moindre but, au grand désarroi de son entraîneur Assimi Zerbo. Dire que ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement ils n'ont pas été adroits devant les buts. Vous avez vu des occasions de buts qu'on a ratées. Pour un match à 10 contre 11, c'est pas possible. L'entraîneur peut quand même tout faire, mais quand même au devant là, quand même pour centrer, marquer, ça c'est pas compliqué. À ce stade-là, à ce niveau de ces joueurs-là, s'ils ne peuvent pas faire ça, les derniers gestes-là, simple centre pour marquer, vous pouvez pas, c'est compliqué. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont rendu le match difficile. Bon, il y a du regret, mais on ne s'est pas découragé. Et surtout, félicitations à l'USFA. Le face-au-foot se poursuit donc cet après-midi avec les 2 derniers matchs de cette 20e journée. Tout à l'heure, à partir de 15h30, l'AS Police reçoit Raïmo FC et à 17h45, l'USO qui a le vent en poupe actuellement sera face à l'ASEC de Koudougou de Drissa Malo, saboteur. Mondial des moins de 20 ans, les pays africains connaissent désormais leurs adversaires. Le mondial des juniors se déroulera en Pologne du 23 mai au 15 juin prochain. Les 4 qualifiés du continent africain que sont le Nigeria, le Mali, le Sénégal et l'Afrique du Sud sont désormais situés sur leurs adversaires au terme du tirage au sort qui s'est déroulé hier dimanche à Dinia. Logé dans le groupe A, le Sénégal finaliste malheureux de la CAN U20 qui vient de s'achever au Niger va défier la Pologne, pays organisateur, Tahiti et la Colombie. Le Nigeria dans le groupe D sera face au Qatar, à l'Ukraine et aux États-Unis d'Amérique. Quant au Mali, champion d'Afrique en titre, il aura en face de lui dans le groupe E à la France, à l'Arabie Saoudite et au Panama. Enfin, l'Afrique du Sud dans le groupe F aura fort à faire au Portugal, à la Corée et à l'Argentine. Cannes 2019, le tirage au sort prévu pour le 12 avril. La Confédération africaine de football a annoncé ce lundi que le tirage au sort de la phase finale de la Cannes 2019, la première à 24, aura lieu le vendredi 12 avril prochain au Caire en Égypte, le pays qui accueillera la compétition du 21 juin au 19 juillet prochain. Avant cette échéance, la dernière journée des éliminatoires est programmée les 22 et 23 mars. Pour l'heure, 14 des 24 qualifiés sont connus. Les 14 qualifiés déjà connus sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, pays hôte, le Ghana, la Guinée, le Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie. L'invité du jour. La colère des dieux est l'un des films les plus politiques de Idrissa Ouedraogo. Dans ce film, Idrissa Ouedraogo est comme un patient africain qui raconte la malgouvernance que traverse le continent. C'est l'analyse que fait le professeur Yves Dakio, enseignant-chercheur à l'université professeur Joseph Kizerbo, de ce film du cinéaste burkinabé, film réalisé en 2003. Le professeur Dakio est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Ousmane Paris.
Professeur Dako, bonjour. Oui, bonjour. Dans le film La colère des dieux de Idrissa Ouedraogo, vous vous intéressez à un aspect particulier, éthique narrative. Qu'est-ce qu'il faut entendre par éthique narrative? Alors, l'éthique narrative, c'est vrai, c'est une notion qui nous vient d'abord, j'allais dire, de la médecine. La notion d'éthique narrative est un concept qui permet aux sciences humaines de prendre place aux sciences, n'est-ce pas, des sciences dures, comme on le dit notamment au niveau de la médecine. Parce que les médecins se sont rendus compte que le diagnostic et les soins qu'ils prodiguent aux malades ne sont pas souvent suffisants pour les amener vers la guérison. Donc ils ont essayé d'introduire un peu d'humanité dans leur pratique. Et cette humanisation consiste à prendre en compte le discours du malade sur la maladie. Ils pensent que lorsque le corps médical prend en compte ce discours du malade sur sa propre maladie, comment il interprète sa maladie, très souvent ça amène le malade à mieux comprendre ce qui lui arrive et à mieux prendre en compte les soins qui lui sont prodigués. Il se trouve que en sémiotique, on utilise également la notion d'éthique. Ça fait qu'il y a une sorte de ressemblance entre justement l'éthique narrative qui nous vient de la médecine et l'éthique narrative telle qu'elle est faite justement en sémiotique. Et l'analyse a essayé donc de mettre, je vais dire, en parallèle ces deux concepts qui nous viennent donc de deux disciplines différentes. Et appliqué à La colère de Dieu, qu'est-ce que ça donne? La colère de Dieu, n'est-ce pas, de Idrissa Ouedraogo, c'est l'un des films les plus politiques en fait d'Idrissa Ouedraogo, puisque l'objet central de ce film, c'est bien la gestion du pouvoir politique. Et on se rend compte que cette dernière ère de la gestion du pouvoir est marquée justement par la cruauté. C'est-à-dire il y a une sorte de violation des nouveaux princes avec le principe d'acquisition, n'est-ce pas, du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que, pour expliquer justement cette rupture, n'est-ce pas, du contrat avec la société traditionnelle, les dieux, quelque part, se sont mis en colère. Et cette colère consiste justement à frapper le royaume d'un certain nombre de maux. On pourrait penser quelque part à la métaphore, n'est-ce pas, des 10 plaies d'Égypte, qui représente bien la colère de la transcendance lorsque les hommes ne respectent pas les principes de base. Alors, ce qui arrive dans le film, c'est l'interprétation justement de la rupture de ce contrat-là. Et cette métaphore est représentée dans le film par cet oiseau mythique qui est justement l'aigle blanc. Alors l'aigle blanc, c'est la métaphore à la fois évidemment des dieux. L'être de par sa position aérienne représente quelque part donc la puissance divine. Et lorsque les hommes se mettent à tuer cet aigle, il y a quelque part un déicide. Les hommes rompent leur contrat avec les dieux et ce qui leur arrive évidemment, c'est ce que nous savons à travers ce film. Donc la notion d'éthique narrative intervient maintenant à ce niveau. Le film doit être interprété comme le récit d'un patient qui raconte justement ce qui lui arrive. Idrissa raconte en tant que patient africain le mal politique, le mal de gouvernance qui traverse les pays africains bien avant justement la colonisation. Et pour renouer avec la quiétude, il faudrait bien que nous nouons un nouveau contrat justement avec cet oiseau mythique qui est justement la métaphore de la connaissance, la métaphore du savoir. Je pense que lorsqu'on analyse bien le film, on a bien l'impression que les gouvernants recherchent le pouvoir au détriment de la sagesse. Et le quatrième pouvoir, pour moi, représente justement cette sagesse que n'ont pas pu s'attribuer les deux derniers rois, je le dis, du royaume Mouaga, et c'est ce qui a amené, n'est-ce pas, tous les problèmes. Mais l'ère des royaumes étant révolue, il est évident que ce récit ne peut que s'adresser aux républiques modernes, c'est-à-dire aux gouvernants modernes. Et je pense que c'est la suggestion donc d'Idrissa Ouedraogo à l'endroit de nos gouvernants. Si nous voulons avoir la quiétude dans nos États, il faudrait que nos gouvernants recherchent ce qu'on appelle justement la sagesse. Et cette philosophie de la sagesse a déjà été prise en compte par ce qu'on appelle aujourd'hui les éthiques du care. Les éthiques du care, dans le sens anglais, c'est-à-dire les soins, les éthiques du care nous montrent qu'en réalité les êtres humains sont vulnérables. Aussi bien le gouvernant que le gouverné. La stabilité et la quiétude du gouvernant dépend de la manière dont il prend en compte le gouverné. Et je pense aussi, avec les éthiques du care, si tous ces fondements sont pris en compte, je pense que nous allons aller dans une nouvelle philosophie de peut-être de la quiétude, du bonheur pour le plus grand nombre de citoyens. Professeur Dako, merci. Je vous en prie. Le professeur Yves Dakuyo, enseignant-chercheur à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo qui donnait son analyse sur La colère des dieux, l'un des films les plus politiques de Idrissa Ouedraogo est réalisé en 2003. Et c'est tout pour cette édition mise en onde par Adama Konaté. Merci de votre aimable attention.
Radio Omega, l'info en direct.